Alors là, on commence le cours en fait sur les nombres premiers. Les nombres premiers ont une grande importance évidemment dans l'ensemble des entiers relatifs, dans grand Z. On verra pourquoi. Alors déjà, qu'appelle-t-on un nombre premier? C'est un entier naturel pour lequel l'ensemble des diviseurs positifs, c'est exactement 1 et lui-même. Il a exactement deux diviseurs positifs. Ça sous-entend que P est différent de 1. 1 n'est pas un nombre premier. Donc le premier nombre premier, c'est 2. Alors, première propriété, si on prend un entier quelconque, n, alors n est soit premier, soit admet un diviseur premier. Donc ça, c'est la première propriété. Donc, soit il est premier, soit il admet un diviseur premier. Alors, faisons l'hypothèse qu'il n'est pas premier. S'il n'est pas premier, ça veut dire que l'ensemble, si on regarde la liste des diviseurs positifs de n, il y a 1 et n, et ici, il y a d'autres diviseurs qui sont distincts de 1 et de n. Prenons le plus petit. Donc j'appelle P le plus petit diviseur de n, autre que 1 et n. Bien, que peut-on dire de P ? Eh bien, on peut dire que P est premier. Alors pourquoi P est premier ? Parce que si P n'était pas premier, eh bien, il y aurait un diviseur de P qui serait compris entre 1 et P. Disons que je le note P'. Donc, strictement plus petit que P et strictement plus grand que 1. Or, ce P', il divise P, diviserait P. Et P divise N. Donc P' diviserait N. Ça voudrait dire qu'on aurait un diviseur strictement plus petit que P, diviseur de N. Or, on a dit que P c'était le plus petit. Donc c'est une contradiction. Donc ça veut bien dire que P est premier. P est premier. Donc le plus petit diviseur ici, c'est un nombre premier. Donc ça démontre qu'un entier n est soit premier, soit il admet un diviseur premier qui est le plus petit de ces diviseurs autres que 1. Alors conséquence, si on a un entier n, un entier quelconque, alors on le suppose positif parce que si un entier est négatif, on écrit moins sa valeur absolue qui n est un entier positif. Donc ici, si n est un entier naturel quelconque, si il n'est pas premier, on vient de démontrer qu'il admettait un diviseur premier. Donc n, c'est de la forme p fois q. Je vais mettre p1 fois q. Et P1, on vient de démontrer que P1, c'était le plus petit diviseur de n, autre que 1. Comme ici d'ailleurs Q est lui-même un diviseur de n, ça veut dire qu'on a obligatoirement ceci. Bien, et après on continue. Ce qu'on a fait avec n, on va le faire avec Q. Soit Q est premier, si Q est premier, c'est terminé. On a n égale P1 fois Q. Sinon, si Q n'est pas premier, eh bien Q, ça va être de la forme P2 fois, donc je vais mettre Q1 ici, fois Q2. Où P2 est un nombre premier. Parce que Q1, dans ce cas-là, admettrait un diviseur premier, c'est le plus petit de ces diviseurs. Or, P2 divisant Q1 diviserait également n. Et comme P1, c'est le plus petit diviseur de n autre que 1, et que P2 est également un diviseur, ça veut dire qu'on en déduirait déjà que P1 est plus petit ou égal à P2. Bien. Alors remarquez ici que Q1 et Q2, ça diminue. Q2, c'est plus petit que U1, strictement plus petit que U1, puisque P2 est un nombre premier. Puis on continue, on réitère le processus. Et comme Q ici diminue strictement, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc à un moment donné, on va voir, ici, on va marquer, etc., Pn, et on aura ici Qn. Qn, comme dire que ça s'arrête, c'est-à-dire que ici, Qn est un nombre premier. Et donc n s'écrira comment ? Comme étant P1 fois P2 fois etc. fois Pn fois Qn, avec une liste de nombres premiers, et d'ailleurs des nombres premiers qui sont dans l'ordre croissant, peuvent être égaux éventuellement. Et bien ce qu'on obtient, en disant que n c'est le produit de ces nombres premiers, on obtient ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers de n. Donc c'est ça qui est important, cette première propriété a comme conséquence que n'importe quel entier se décompose
en facteur premier. Soit il est premier, soit il est ce qu'on appelle composé, ça veut dire qu'il est décomposable en facteur premier. Et quand vous avez des nombres premiers qui sont égaux, on peut les rassembler en écrivant avec des puissances. Au lieu d'écrire 2 fois 2 fois 2, on écrit 2 puissance 3. Alors on peut démontrer que cette décomposition est unique. Alors, ça sera une démonstration après. Donc remarquez donc l'importance des nombres premiers. Donc ce sont en fait les briques, on va dire, élémentaires dans l'ensemble Z. C'est-à-dire c'est eux qui permettent d'écrire tous les autres entiers. Bien, alors ils ont d'autres importances. Donc ce qui vraiment les caractérise, c'est que l'ensemble des diviseurs positifs, eh bien, il n'y en a que 2, 1 et lui-même. C'est ça qui caractérise le fait qu'un nombre est premier. Alors il y a une deuxième conséquence également à cette propriété. Ici, c'est marqué ici. Donc on avait au départ n, c'est p fois q. P plus petit ou égal à q. Et p premier. Bon, donc p est plus petit ou égal à q. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Si je multiplie ici des deux côtés par p, ça me fait p au carré plus petit que p fois q, c'est-à-dire n. Donc p, c'est plus petit ou égal à la racine carrée de n. Alors, ça veut dire quoi que p est plus petit ou égal à la racine de n? Ça veut dire que si n, on prend un entier n, soit il est premier, soit il admet un diviseur premier qui est plus petit ou égal à sa racine carrée. Donc pour savoir si c'est un nombre premier, il suffit de prendre la liste des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à la racine carrée de n, et si il n'est pas premier, il y aura obligatoirement dans cette liste un nombre premier qui le divise. S'il n'y en a pas, c'est qu'il est premier. Donc ça donne une sorte de critère, ce qu'on appelle le primalité, ça veut dire savoir comment un nombre est premier. On prend la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à la racine carrée de cet entier, et s'il n'est pas premier, on doit trouver dans cette liste un nombre premier qui le divise. Le lien entre nombre premier et nombre premier entre eux. Alors, j'ai P qui est un nombre premier, et j'ai N, un entier. Alors, on va le supposer un entier naturel, non nul, et on peut même différent de 1. Je vous rappelle que le PGCD de 1 et d'un entier différent de 1, eh bien c'est 1. C'est-à-dire que 1 est premier avec n'importe quel entier non nul. Alors, ce que je veux savoir, c'est dans quel cas N est premier avec P. Alors, pour savoir la définition de nombre premier, c'est que le PGCD des deux vaut 1. Donc ce qu'on va faire, il faut regarder la liste des diviseurs positifs communs de N et de P. Or, les diviseurs positifs de P, si je mets comme ça, il n'y a que 1 et P. Donc le PGCD de N et de P, donc si on le note comme ça, N, point virgule P, le PGCD de N et de P, c'est soit 1, soit, donc exclusivement, c'est vraiment, il n'y a que deux cas, soit 1, soit P. Si c'est 1, ça veut dire que N et P sont premiers entre eux, et si c'est P, ça veut dire que P, c'est donc un diviseur commun, c'est-à-dire que P divise N. Autrement dit, quand on a un entier N et on a un nombre premier P, N est premier avec P, si et seulement si, il n'est pas divisible par P. Donc ça veut dire que les seuls entiers qui ne sont pas premiers avec P, ce sont les multiples de P. 0, P, 2P, 3P, moins P, moins 2P, etc. Donc ça, vous voyez, on utilise vraiment la définition de nombre premier pour démontrer que N est premier avec P, si et seulement si N n'est pas divisible par P. Alors il y a une conséquence à ça. Si vous prenez l'ensemble ici 1, etc., P moins 1, donc tous les nombres, tous les entiers positifs non nuls strictement plus petits que P, eh bien ces éléments-là ne sont pas divisibles par P, donc ils sont premiers avec P. Donc tous ceux-là sont premiers avec P. Alors ça intervient souvent, par exemple, dans le petit théorème de Fermat qu'on fait sa démonstration, et dans d'autres cas d'ailleurs, ça intervient le fait que tous ces entiers-là soient premiers avec P, P étant un nombre lui-même premier.
Alors une conséquence de ce qu'on vient de dire, ce serait la troisième propriété. Si je prends deux nombres premiers distincts, P1 et P2, ils sont donc premiers entre eux, parce que l'un ne peut pas être divisé l'autre. Par définition, des nombres premiers. Donc deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux. Toujours une conséquence de ça, c'est la quatrième propriété. Si vous avez un nombre premier qui divise un produit, A fois B, A et B étant des entiers, alors P divise A ou P divise B. Donc un nombre premier qui divise un produit, ça veut dire qu'il divise l'un des deux facteurs, éventuellement les deux, mais l'un des deux. Alors, la démonstration est assez simple. Si P divise A, c'est terminé, donc on a démontré que ça divisait l'un ou l'autre. Et si P ne divise pas A, si P ne divise pas A, ça veut dire que P et A sont premiers entre eux. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc si P ne divise pas A, c'est que P est premier avec A. Mais d'après le théorème de Gauss, P divise le produit et P est premier avec A, ça veut dire que P divise B. C'est bien ce cas-là. Donc là, on utilise le théorème de Gauss pour démontrer cette quatrième propriété. Alors le théorème de Gauss se démontre à partir du théorème de Bézout. Je le ferai après ou dans une autre vidéo. Alors maintenant, pourquoi il y a une infinité de nombres premiers? Eh bien, comment ça se démontre? Eh bien, ça se démontre par l'absurde. Alors supposons que l'ensemble de nombres premiers soit fini. Donc on va noter cet ensemble comme ça, P1, etc. Et le dernier, je note Pn, c'est-à-dire qu'il y a ici n nombres premiers. On sait que P1 c'est 2, P2 c'est 3. Bon, mais je le note comme ça. Et ça, ils sont dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et ce sont les seuls nombres premiers qui existent dans grand N. Alors, ce qu'on va faire, on va noter le nombre, ici je vais le noter n, qui est le produit de tous ces nombres premiers, plus 1. Donc comme je fais un raisonnement par absurde, il faut qu'à un moment donné, j'obtienne une contradiction, quelque chose d'absurde. Ça voudra dire que cette hypothèse qui a été faite au départ est fausse, ça voudra donc dire que l'ensemble P est infini. Alors, n, comme c'est ce produit-là plus 1, ce qui est sûr, c'est que n est strictement plus grand que Pn, donc il n'appartient pas à P. Mais dire que n n'appartient pas à P, c'est que n donc n'est pas premier. Mais s'il n'est pas premier, c'est qu'il admet un diviseur premier. C'est toujours la propriété qui était la propriété de base. Donc il y a un de ces nombres-là qui le divise. Je vais le noter. Pi, il y a un Pi, il existe un élément, je note Pi, appartenant à P, qui le divise. Bien. Donc il divise aussi le produit. Tout le produit, c'est-à-dire il divise ce produit-là, puisque c'est l'un des deux. Donc Pi divise P1 fois, etc., Pn, puisque Pi se trouve ici, c'est un de ces facteurs-là. Mais si Pi divise n et Pi divise ça, ça veut dire que Pi divise la différence, propriété de la divisibilité. Et la différence entre n et ça, c'est 1. Donc ça voudrait dire que Pi divise 1. C'est-à-dire Pi serait égal à 1. Je vous rappelle que Pi est un entier naturel. Mais Pi égale 1, c'est absurde, puisqu'on sait qu'un nombre premier est différent de 1. Donc on obtient quelque chose d'absurde, c'est que cette hypothèse-là, au départ, est fausse, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de nombres premiers. Alors maintenant, l'unicité de la décomposition en facteurs premiers. Donc pour la démontrer, on va faire encore une fois par l'absurde. Supposons qu'il n'y ait pas unicité de cette décomposition. Ça veut dire qu'un entier s'écrive de deux façons différentes avec des nombres premiers. Donc on aurait une égalité ici avec un produit de nombres premiers, ici une autre décomposition, donc ici avec nombres premiers. Bon, alors ce qu'on peut faire, c'est de simplifier tous les nombres premiers qui se trouvent à gauche et à droite. On fait des simplifications au mieux. Donc par simplification, au mieux, on obtiendrait en fait ici donc une liste, un produit de nombres premiers. Je vais mettre P1 fois, etc. fois Pn. Alors il pourrait y avoir égalité entre ces nombres-là. Là, c'est dans l'ordre croissant, ou pas d'ailleurs. Et là, j'aurais donc Q1
fois, etc., fois QM. Évidemment, tous les PI, tous les nombres premiers qui se trouvent ici, ne se trouvent pas là, et réciproquement. Donc cet ensemble-là de nombres premiers étant différent, vraiment, alors quand je dis distinct, c'est-à-dire que c'est vraiment des nombres premiers ici qui ne se trouvent pas ici. Hein, donc on a des nombres premiers complètement distincts, de chaque côté. Bon, ah bien, donc du coup ça devient assez simple. Par exemple, si je prends Q1, j'ai Q1 fois quelque chose égale ça, c'est-à-dire que Q1 divise tout ça. Q1 diviserait donc tout ça. Mais Q1 divise ce produit, et Q1 est premier avec chacun de ces nombres-là, premiers, puisqu'ils sont distincts. Ce nombre-là est distinct de tous ceux-là. Donc d'après le théorème de Gauss, Q1 premier avec ça, donc ça diviserait ça, mais etc., etc. Donc du coup, il nous resterait 1 en fait, ici. Donc Q1 diviserait 1. Donc Q1 serait égal à 1, ce qui est, encore une fois, absurde. Donc ici, j'ai utilisé le théorème de Gauss. Ça fait la deuxième fois que j'utilise le théorème de Gauss pour démontrer l'unicité de la décomposition. Alors, je vais démontrer ici le théorème de Gauss avec, à partir du théorème de Bezout. Donc si vous ne voulez pas écouter la suite, puisque ce n'est pas vraiment le chapitre sur le nombre premier, mais c'est l'occasion de le faire, puisque ça utilise, vous voyez, on utilise souvent le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss dit que si j'ai 3 entiers, A, B, C, et je sais que A divise le produit, et A est premier avec B. Je vais l'écrire comme ça. PGCD de A et de B, c'est 1. Alors A divise C. Bon, ça, c'est le théorème de Gauss. On a vu tout à l'heure que si A est premier, si A est premier, et si A divise un produit, alors A divise B ou divise C. Là, ça ressemble, si vous voulez. Sauf que je ne sais pas que A est premier. Je sais que A est premier avec B. Dans ce cas-là, il divise l'autre. Il divise l'autre facteur. Alors ça, c'est important. Donc comment on va faire ça? On va traduire les deux hypothèses. Le fait que A et B soient premiers entre eux, on sait qu'il existe un couple UV. Alors il y a une autre vidéo sur Bezout qui vérifie ça. C'est d'une part, c'est cette hypothèse-là, et je sais que A divise BC, c'est-à-dire que je sais que BC, c'est de la forme, on va dire, Q fois A. Q étant un entier. Ça, c'est la traduction de A divise BC, c'est-à-dire BC est un multiple de A. Donc ce sont deux hypothèses. Eh bien l'astuce, ça va être ici de multiplier cette égalité, ici, par C. Je multiplie tout par C. Donc si je multiplie tout par C, ça fait ACU plus BCV égale C. Et on utilise le fait que BC, c'est A fois Q. On met A en facteur, ça fait A, facteur de CU. Donc ici, plus QV égale C. Ça, c'est un entier. Donc j'ai A fois un entier qui est égal à C. Dire que C est un multiple de A, ça veut dire A divise C. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. Alors la démonstration du théorème de Bezout lui-même est un peu plus compliquée.